Et si un langage de programmation, né bien avant l'Internet qu'on connaît, avait en fait secrètement défini les règles de notre monde numérique actuel? Aujourd'hui, on va plonger au cœur des années 90 pour comprendre comment Java n'est pas seulement apparu, mais a été littéralement conçu pour résoudre les plus gros problèmes techniques de son époque et comment il a changé la donne pour de bon. Alors, voici le programme. On va d'abord regarder le problème de l'époque. Ensuite, on découvrira la solution révolutionnaire. Puis, on assistera aux premières grandes batailles de l'industrie et on finira par voir l'héritage qui est encore bien présent aujourd'hui. C'est parti. Pour vraiment saisir l'impact de Java, il faut qu'on se téléporte un instant au début des années 90 et qu'on comprenne le véritable casse-tête que représentait l'informatique à ce moment-là. Avant 1995, il faut imaginer que les logiciels étaient en quelque sorte prisonniers de la machine pour lesquelles ils étaient créés. Un programme fait pour Windows ne pouvait absolument pas tourner sur un Mac ou sur un autre système. C'était un peu comme si on devait reconstruire une voiture de A à Z juste pour changer de marque de pneus. Pour les développeurs, c'était un cauchemar. Ça coûtait une fortune, ça prenait un temps fou et c'était d'une complexité incroyable. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que des concepts géniaux existaient déjà, notamment la programmation orientée objet. L'idée, pour faire simple, c'est de penser en briques de Lego. Au lieu d'écrire une longue recette de cuisine, on crée des objets indépendants qui peuvent interagir. C'était très puissant, mais ça restait confiné dans les labos de recherche, avec des langages comme Smalltalk, qui n'ont jamais vraiment percé dans le monde de l'entreprise. Et c'est justement là que Sun Microsystems entre en scène. Il n'arrive pas avec une petite amélioration, non. Il débarque avec une solution complètement radicale à ce problème de dépendance matérielle. Java a l'intelligence de prendre le meilleur de ce qui existait déjà, toute la puissance de l'orienté objet, mais en la rendant beaucoup plus simple et accessible, avec une syntaxe qui ressemblait à celle du C++, que des millions de développeurs connaissaient déjà. En gros, on enlevait le superflu et on gardait un modèle de programmation qui était enfin clair, net et unifié. Alors attention, là, on touche vraiment au cœur de l'innovation de Java. C'est le coup de génie. Le code n'est compilé qu'une seule fois et il est transformé en une sorte de langue intermédiaire, un langage universel qu'on appelle le bytecode. Et ensuite, sur chaque machine, il y a un petit programme, la fameuse machine virtuelle Java, ou JVM, qui agit comme un traducteur en temps réel. Cette JVM lit le bytecode et le fait fonctionner, que ce soit sur un PC, un Mac ou n'importe quoi d'autre. Et de cette idée brillante va naître le slogan probablement le plus célèbre de toute l'histoire du développement logiciel. Une promesse qui a absolument tout changé. Écrivez une fois, exécutez n'importe où. Et là, c'est une question de timing. Le timing de Java était juste parfait. Parce que pile au moment où il résolvait ce gros problème de portabilité, une autre révolution était en train de déferler sur le monde, le World Wide Web. Il faut bien se souvenir de ce qu'était le web à ses débuts. C'était principalement du texte, des liens, quelques images, des pages très statiques. L'interactivité était quasiment nulle. On était à des années-lumière des applications web dynamiques qu'on utilise tous les jours. Et c'est là que les applets Java vont faire l'entrée. Pour la toute première fois, on pouvait intégrer de vrais petits programmes directement dans une page web. Des animations, des petits jeux, des simulateurs. D'un seul coup, le web devenait vivant, dynamique. C'était une véritable révolution dans la révolution. Mais Sun ne s'est pas arrêté là. Ils ont poussé le concept encore plus loin avec Java Web Start. Imaginez, un simple clic sur un lien web et vous pouviez lancer une application complète, sans avoir à installer quoi que ce soit. La frontière entre le contenu web et les logiciels traditionnels devenait de plus en plus floue. Seulement voilà, cette vision d'un monde ouvert où les applications ne dépendent plus de la machine, ça ne plaisait pas à tout le monde, et surtout pas aux géants de l'époque, Microsoft. Pour eux, l'avenir devait passer par une seule porte, Windows. On avait donc deux visions du futur totalement opposées qui allaient s'affronter violemment. Pour faire face, une alliance stratégique se met en place. D'un côté Sun, le créateur de Java, et de l'autre Netscape, dont le navigateur dominait largement le marché. Leur but était clair, défendre un web basé sur des standards ouverts pour que personne ne puisse en prendre le contrôle. La riposte de Microsoft a été, disons, assez rusée. Ils ont créé leur propre version de Java, appelée Visual J++, sauf qu'ils y ont ajouté des fonctionnalités qui, comme par hasard, ne marchaient que sur Windows. C'était une tentative délibérée de casser la promesse de Java, de fragmenter l'écosystème pour le ramener sous leur contrôle. La guerre s'est donc déplacée sur le terrain judiciaire. Sun a attaqué Microsoft en justice et, après une longue bataille, a fini par gagner. Microsoft a été contraint d'arrêter sa version modifiée de Java. C'était une victoire cruciale. Le principe de portabilité universelle était sauvé. Alors, petite parenthèse, mais elle est très importante, parce que c'est une confusion qui existe encore énormément aujourd'hui. Il faut qu'on soit très clair. Java
Et JavaScript, ça n'a rien à voir. C'est comme confondre car et carpet. Le nom se ressemble, mais l'origine, la technologie et le but sont complètement différents. À cette époque, JavaScript, c'était un petit langage de script créé par Netscape pour faire des trucs assez basiques sur une page web. Une image qui bouge quand on passe la souris, une petite fenêtre d'alerte. C'était pratique, mais on était très très loin de l'ambition monumentale de Java de faire tourner des applications complexes n'importe où. Voilà, on ferme la parenthèse. Parce que cette ambition de Java, justement, elle ne s'arrêtait pas aux simples ordinateurs. La vision de Sun était beaucoup, beaucoup plus grande. Dès les années 90, le slogan de Sun était « The network is the computer », c'est-à-dire « le réseau, c'est l'ordinateur ». Ils imaginaient déjà un futur où des milliards d'objets seraient connectés. Des cartes à puces, des téléphones et même des appareils ménagers. Et le logiciel qui devait animer tout ce monde interconnecté, c'était Java. Ils étaient simplement en train de décrire, avec 20 ans d'avance, l'Internet des objets. Donc, si on devait résumer l'héritage de Java aujourd'hui, on pourrait le voir sur 3 niveaux. D'abord, un héritage technique. Il a prouvé que la portabilité totale était possible. Ensuite, un héritage sur la méthode. Il a rendu la programmation orientée objet accessible à tous. Et enfin, un héritage presque philosophique. Il a incarné la bataille pour un monde numérique ouvert face au système propriétaire. Ce qui nous amène à une toute dernière réflexion. Quand on repense à cette vision un peu folle de 1995, celle d'un monde où tous les appareils seraient connectés et communiqueraient grâce à un langage universel, on ne peut pas s'empêcher de se demander à quel point ce rêve est-il, sans qu'on s'en rende compte, devenu la fondation de notre réalité de tous les jours.